l'antibiogramme, c'est une analyse de biologie médicale et c'est un des actes principaux qu'on va effectuer tous les jours dans un service de bactériologie. Donc c'est un élément clé de l'enseignement que vous avez qui est consacré à la bactériologie et aux maladies infectieuses. Et parallèlement à l'antibiogramme, donc on a la réalisation de CMI pour concentration minimale inhibitrice et CMB pour concentration minimale bactéricide. Et on s'intéressera également aux associations d'antibiotiques. L'objectif de l'ED, c'est de maîtriser l'usage et l'interprétation des examens bactériaux qui permettent l'adaptation et la surveillance d'un traitement antibiotique. Donc en bactériaux, vous l'avez probablement compris déjà, c'est qu'on travaille en collaboration étroite avec les infectiologues qui prennent en charge les patients, enfin ça c'est à l'hôpital ou avec l'infectiologie en général, puisque ce sont les infectiologues qui prescrivent les traitements antibiotiques en s'appuyant sur les données qui sont fournies par les résultats bactériaux. Donc les résultats d'analyse bactériologique à partir des prélèvements cliniques, c'est d'isoler des bactéries et d'étudier leur résistance aux antibiotiques en faisant des antibiogrammes. Donc là, c'est vraiment le pivot de notre activité. À la fin de l'ED, il y aura un petit contrôle des connaissances qui auront été vues par des QCM, mais pas dans un cadre Moodle. En fait, c'est dans le cadre de diapos un petit peu informels, où je vous reposerai des questions qui auront été vues et je vous demanderai d'en trouver les réponses. Donc là, vous avez de manière un peu plus détaillée les objectifs de l'enseignement, détermination de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques, détermination du spectre d'activité des antibiotiques et optimisation des traitements antibiotiques. Donc on va y revenir. Donc on va démarrer par CMI, CMB. Est-ce que vous savez ce que c'est que la CMI? Donc là, on est au labo de bactériaux. On a isolé à partir d'un prélèvement clinique chez quelqu'un une souche bactérienne qu'on considère comme responsable de l'infection. Et on va étudier sa résistance aux antibiotiques en faisant un antibiogramme et en étudiant sa CMI. Ce qu'il y a d'important de différencier entre CMI et CMB, ce sont des mots-clés. Donc c'est la notion de bactériostase et de bactéricidie. Donc quand vous êtes en bactériostase, en gros, vous allez stopper la croissance des bactéries, donc vous allez être moins efficace qu'en bactéricidie, où vous allez tuer davantage de bactéries. Donc vous avez les définitions suivantes. La CMI, donc la définition de la CMI, ça vous devez la connaître, c'est important. C'est la plus petite concentration d'antibiotiques pour laquelle il n'existe pas de croissance visible dans des conditions de culture standardisées. Donc c'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui va inhiber la croissance visible. Donc visible, ça veut dire celle qu'on observe à l'œil nu. Donc ça dépend des qualités observationnelles de l'observateur, évidemment. Mais bon, donc, grosso modo, on a à peu près tous la même appréciation. La mesure de la CMI, donc c'est l'approche utilisée habituellement pour étudier la sensibilité des bactéries aux antibiotiques. Donc quand on fait un antibiogramme, donc c'est ce qu'on mesure, et quand on fait de manière plus précise, on verra comment tout à l'heure, une CMI, c'est aussi ce qu'on fait. Dans la plupart des cas, ça suffit, on s'arrête là. Dans d'autres cas qui sont beaucoup plus rares, on peut aller de manière plus fine étudier la bactéricidie, donc ça c'est une définition à connaître également, même si on la met en œuvre moins souvent au labo pour étudier les bactéries. C'est la plus petite concentration d'antibiotiques pour laquelle il y a un effet bactéricide, c'est-à-dire il y a moins de 0,01% de bactéries survivantes, donc c'est toujours dans des conditions de culture standardisées. Est-ce que jusqu'à présent vous m'avez suivi? Donc là c'est ce qu'on fait au labo en pratique. Donc à T0 ou H0, on va réaliser une suspension bactérienne homogène et une série de tubes dans lesquels vous avez une gamme de concentrations d'antibiotiques croissantes. Donc les concentrations sont habituellement exprimées en milligrammes par litre.
Donc vous voyez que dans le premier tube, vous n'avez pas d'antibiotique, 0, et dans le dernier, vous avez une concentration forte à 32 mg par litre, donc qui va très probablement inhiber la croissance bactérienne, sauf si la bactérie est totalement résistante à l'antibiotique. Donc dans ces tubes dans lesquels vous avez mis vos antibiotiques, vous allez mettre le même volume avec la même concentration de bactéries dans tous les tubes, donc une suspension bactérienne. Vous allez incuber pendant 24 heures à 37 degrés pour permettre la croissance bactérienne. Donc en gros, le lendemain, après passage à l'étuve à 37, vous allez observer vos tubes. Dans tous les cas, dans le tube dans lequel vous n'avez pas d'antibiotiques, les bactéries auront poussé. Donc vous observerez une croissance bactérienne visible. Et selon la souche isolée, il y a un tube à partir duquel vous n'observerez plus de croissance bactérienne visible. Donc ici c'est 4 et ça correspond à la CMI de la souche étudiée. Donc la souche, c'est une souche qui a été isolée chez un patient donné à partir d'un prélèvement clinique. Donc en pratique, ça se voit comme ça. Donc vous voyez, là vous avez votre tube témoin avec pas d'antibiotiques, des concentrations croissantes. Et le premier tube où il n'y a pas de croissance bactérienne visible. Alors la croissance bactérienne, en général, ça se traduit par un trouble dans un milieu de culture liquide. C'est un trouble qui est lié à la prolifération bactérienne. Si vous mettez dans le tube un indicateur coloré type rouge de phénol, la croissance bactérienne va se traduire par un virage du rouge au jaune. Donc ça permet d'aider visuellement à voir le phénomène, mais même en l'absence d'indicateur coloré, on voit très bien ce phénomène. Donc là, la CMI est à 2 sur cet exemple ici, puisque c'est le premier tube dans lequel on n'a pas de croissance bactérienne visible. Donc là, cette manière d'étudier les CMI en tube ou même en microplaque avec indicateur de coloré, ça s'est fait, hein, mais ça ne se fait plus aujourd'hui. On a d'autres techniques automatisées ou manuelles, mais qui sont un petit peu plus modernes. Donc les techniques automatisées ici, c'est le même principe, sauf que vous faites ça dans des cartes miniaturisées avec une lecture automatisée de la croissance bactérienne. Donc ça permet d'améliorer le rendement et puis de faciliter la praticabilité du test. Et quand vous faites un antibiogramme, vous allez avoir une appréciation également de cette CMI. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode des disques. Donc ça, c'est ce qu'on fait tous les jours au labo de bactériaux. Et vous avez une appréciation plus précise qui va pouvoir vous permettre de déterminer une valeur précise de CMI. C'est la méthode du E-test. C'est ce qu'on va voir. Donc ça, c'est un antibiogramme. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous en avez vu dans les précédents cours? Est-ce que vous connaissez le principe ou est-ce qu'il faut que je réexplique? Ça se fait sur une gélose, à la surface de laquelle, donc c'est une gélose que vous allez ensemencer avec une suspension bactérienne. Vous allez aspirer à l'aide d'une pipette le surplus de liquide de la suspension, laisser sécher. Et une fois que c'est sec, vous allez poser à l'aide d'appareils, c'est prédéfini parce que selon les bactéries, on va tester telle ou telle famille d'antibiotiques. Vous allez déposer vos disques à la surface de la gélose. Donc en général, vous avez des bêta-lactamines, l'amoxicilline, les C3G, etc. Et ce qui va se passer, c'est que le disque déposé à la surface, donc il est imbibé d'antibiotiques à une certaine concentration, ça va diffuser dans la gélose. Et plus vous vous éloignez du centre du disque, plus la concentration en antibiotiques décroît. Donc, vous allez observer après 24 heures d'incubation à 37 la croissance bactérienne autour de ces disques ou la non-croissance. Donc ici, vous avez une croissance au contact du disque, ça veut dire que la souche est résistante. Ici, vous avez un bon diamètre d'inhibition, donc on peut penser que la souche est sensible. Nous, ce qu'on fait au labo, c'est qu'on va mesurer précisément ces diamètres. Et en fonction de diamètre critique, donc ça c'est un mot-clé, diamètre critique, on va définir si la souche étudiée est sensible, intermédiaire ou résistante à l'antibiotique testé. Et vous voyez qu'en fonction, sur l'antibiogramme, on mesure un diamètre d'inhibition en millimètres. Donc là, vous avez les diamètres de 0 à 30.
Mais vous voyez qu'il existe une relation linéaire logarithmique entre diamètre d'inhibition et CMI, donc concentration minimale inhibitrice, donc des concentrations en milligrammes par litre. Vous voyez que plus le diamètre d'inhibition est grand, donc plus la souche est sensible, plus la CMI sera basse. Vous me suivez ? Donc ici, vous avez vu d'en haut un antibiogramme. Vous voyez que pour les antibiogrammes, on utilise des géloses carrées. Pour isoler les bactéries, on utilise en général des géloses plus petites et rondes. Mais pour l'antibiogramme, on a besoin de plus de place pour disposer tous nos disques. Les disques sont choisis en fonction des grandes familles de bactéries parce que vous savez qu'il existe des résistances naturelles. Donc on va pas tester les antibiotiques qui sont naturellement résistants, mais on va tester les antibiotiques qui sont susceptibles d'être actifs in vivo et d'être utilisés en thérapeutique. Donc là, vous avez une souche qui est relativement sensible à tous les antibiotiques testés. La lecture, elle peut se faire manuellement ou de manière automatisée. Donc dans la plupart des labos de bactériaux, on a des automates avec des caméras qui permettent de prendre des images des boîtes, de les conserver en mémoire, de lire les diamètres et d'interpréter les résultats en rendant des résultats pour chaque antibiotique testé SIR, sensible, intermédiaire, résistant. Alors le problème de l'antibiogramme, c'est que même si le diamètre mesuré est proche de la CMI, en fait, c'est une méthode approchée pour la CMI et on ne peut pas déduire de manière très précise la valeur en milligrammes par litre de la CMI. Donc ça marche bien pour 90% des cas, donc c'est déjà beaucoup, 90% des cas, mais pour des infections très graves ou certains antibiotiques pour lesquels on a besoin d'une mesure plus précise, on va aller mesurer cette CMI par la deuxième méthode d'étude de la résistance aux antibiotiques au labo, qui est très utilisée, c'est ce qu'on appelle la méthode des E-tests. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Alors ça, c'est quelque chose que vous devez connaître également, à côté de l'antibiogramme. Un E-test, c'est une bandelette qui correspond à un antibiotique donné, qui est chargé avec un gradient de concentration d'antibiotique. Donc là, vous avez ce E-test, donc E comme E-test, et VA comme vancomycine. Est-ce que vous savez ce que c'est que la vancomycine ? Ouais, quelle famille ? Glycopeptide. Ça marche sur quelle bactérie ? Les Gram+. Donc la vancomycine, donc vous voyez la bandelette, elle correspond à un gradient de concentration de vancomycine de 256 à 0. Et c'est le même principe que pour la réalisation de l'antibiogramme, sauf que vous allez déposer la bandelette au lieu de déposer un disque. Donc en général, on l'étudie pour 1 ou 2 antibiotiques pour une souche étudiée. Et la lecture de la CMI, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus précise. Quand on fait un antibiogramme, on va rendre des résultats SIR, sensible, intermédiaire, résistant. On peut à la rigueur transmettre le diamètre aux cliniciens. Tous les labos ne le font pas. Mais quand on fait un E-test, on va rendre une valeur en milligrammes par litre. Donc c'est beaucoup plus précis qu'un simple sensible ou un simple intermédiaire. Et plus la valeur elle est basse, plus la souche elle va être sensible à l'antibiotique testé. Et surtout, ça permet d'être comparé avec les... Il y a une question ? On la dépose avec une pince. En fait, sur la gélose, on va mettre la suspension bactérienne comme pour l'antibiogramme. On va laisser sécher. Et une fois que la boîte est sèche, on va déposer avec une pince la bandelette sur la gélose. En fait, ça reste très manuel quand même, la bactério, par rapport à la biochimie. Donc, il faut faire toucher un côté, puis laisser glisser la bandelette sans faire de bulles. Et, il faut un coup de main, mais ça se fait assez bien. Donc, on incube 24 degrés à 37. Et le lendemain, vous allez observer la croissance bactérienne. Donc là, vous voyez la bactérie, elle a poussé partout ici, et là, elle ne pousse pas. Ça veut dire qu'à ces concentrations hautes, elle est sensible. Donc la lecture de la CMI, elle se fait à l'intersection entre la zone où ça pousse et la zone où ça ne pousse pas. Donc là, la CMI, elle est à 3 mg par litre.
Donc une fois qu'on a déterminé la CMI, en général c'est fait pour les antibiotiques qu'on va utiliser chez le patient qu'on veut traiter. Ça permet de mettre en relation la valeur obtenue par rapport aux doses. On connaît la pharmacocinétique et les doses en fonction de la dose absorbée, la dose qui va se trouver au site de l'infection, ou même la dose sérique de l'antibiotique. Et on peut comparer les doses probables qui vont être obtenues in vivo à la CMI de la souche qui a été isolée et s'assurer que les doses sont largement supérieures à la CMI. Donc ça, on le fait beaucoup moins souvent que l'antibiogramme, mais on va le faire dans certaines circonstances qui sont reconnues comme utiles, notamment pour le pneumocoque. Les pneumocoques qui sont de sensibilité diminuée aux bêta-lactamines, donc on va le faire. On le fait pour la phosphomycine, enfin les plus utilisées, donc ça je vais passer. Pour la colimycine et les infections à bacilles à gram négatif, ça c'est quand même peu utilisé. Mais si vous retenez deux grosses indications, c'est les glycopeptides et les staphylocoques, donc la vanco et les staph, les bêta-lactamines et le pneumocoque. Donc ça c'est fait de manière assez systématique. Et après c'est fait aussi en fonction du type d'infection. Quand vous avez des infections graves qui nécessitent une approche fine de l'antibiothérapie. Donc par exemple dans les endocardites, on va le faire. Quand vous avez des endocardites à streptocoque, le traitement varie en fonction de la CMI à la pénicilline et à l'amoxicilline du streptocoque isolé. Ça va? On continue? Donc là, vous avez l'exemple de test pour le pneumocoque. Donc le pneumocoque, est-ce que vous savez ce que c'est un pneumocoque? Vous en avez entendu parler ou pas? Allez-y, je vous donne la parole. Ouais. Oui. Donc le pneumocoque, ça fait partie des streptocoques déjà. Donc son nom d'espèce c'est pneumoniae. C'est un coccigramme plus qui est en diplocoque ou en chaînette, comme tous les streptocoques. Mais il a la particularité par rapport aux autres streptocoques de se mettre en diplocoque, donc par deux. Et je m'arrête dessus parce qu'en fait, c'est une des principales bactéries pathogènes que vous allez rencontrer. C'est-à-dire qu'en médecine, c'est une bactérie fondamentale. C'est par exemple la principale bactérie responsable de méningite en France. C'est la number one. Et c'est aussi la principale bactérie responsable d'infection ORL chez l'enfant. Donc c'est un pathogène majeur, responsable de méningite, de sepsis et d'infections respiratoires. Et son habitat, est-ce que vous connaissez son habitat? Voilà, c'est ça, ORL. Quand vous parlez d'une bactérie, il faut toujours avoir en tête son habitat. C'est très important. Parce que les infections bactériennes ont un point de départ. Quand vous avez des sepsis, il faut toujours rechercher la porte d'entrée. Il faut connaître l'habitat des principales bactéries pathogènes. Donc bref, je continue sur la résistance aux antibiotiques. Donc en synthèse, la détermination de la CMI permet de déterminer la concentration d'antibiotiques minimale active sur une bactérie. Comment peut-on utiliser ces données en thérapeutique? En comparant la valeur des CMI à des valeurs critiques basées sur la pharmacocinétique des antibiotiques chez l'homme. Donc on va s'intéresser à la détermination du spectre d'activité des antibiotiques et aux concentrations critiques. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un diamètre critique? Je vous en ai parlé, c'est pour ça que je vous pose la question. En fait, je vous ai dit que quand on lisait l'antibiogramme, on allait mesurer le diamètre. Pour un antibiotique donné et une souche donnée, on va mesurer le diamètre de sensibilité à l'antibiotique. Et ce diamètre, il est interprété en fonction de diamètre critique. C'est-à-dire que ce sont des diamètres qui sont définis pour les bactéries et qui permettent d'interpréter les résultats. Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire « Ah, il y a un diamètre, c'est sensible, ah, ça pousse au contact du disque, c'est résistant ». C'est quand même un peu plus fin que ça. On compare par rapport à des diamètres critiques qui sont établis par Leucast
et qui sont reliés aux concentrations critiques en fait. C'est directement relié, c'est pareil, sauf que c'est en concentration ou en diamètre. Donc il y avait la courbe qui descendait, que je vous ai montré tout à l'heure, qui lie diamètre et concentration critique. Et ces valeurs critiques, elles sont définies au niveau européen par l'EUCAST, donc l'European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Donc ça varie selon les pays dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, c'est pas pareil qu'en Europe, mais on essaye d'homogénéiser les choses au niveau européen. Et c'est établi pour chaque antibiotique et pour chaque famille bactérienne sur la base de la pharmacocinétique de l'antibiotique chez l'homme. Donc des concentrations sériques obtenues après une administration d'une posologie usuelle et de la posologie maximale tolérée. Donc selon la posologie usuelle, on va définir les valeurs critiques inférieures, et selon la posologie maximale tolérée de l'antibiotique, on va définir les valeurs supérieures, ce qui donne un schéma qui peut paraître un peu compliqué, mais ça va s'éclaircir au fil de l'exposé. Donc un schéma sur lequel vous avez une représentation des concentrations sériques en fonction du temps. Et vous voyez pour un antibiotique donné que selon la dose usuelle ou maximale administrée, vous avez une courbe qui va prendre cette apparence-là ou celle-ci. Et c'est ce qui nous permet de définir diamètre ou concentration critique et de classer, enfin d'obtenir les catégories cliniques, de rendre des résultats sensibles, intermédiaires, résistants pour une souche étudiée. La comparaison des CMI, donc en concentration critique, permet d'apprécier l'activité des antibiotiques in vivo vis-à-vis d'une souche clinique donnée. C'est ce qu'on fait quand on fait un antibiogramme. L'antibiogramme permet de rendre un résultat de catégorie clinique, sensible, intermédiaire ou résistant. Mais pour un type d'infection, enfin pour un type pour l'ensemble des souches d'une même espèce, en fait, on peut faire des études épidémiologiques et définir la CMI 50 ou la CMI 90, donc qui vont inhiber respectivement 50 ou 90% des souches d'une même espèce. Et pour chaque antibiotique, en fait, on définit un spectre d'activité. On va revenir sur tout ça, avec des classes thérapeutiques dont on va parler ultérieurement. Donc l'antibiogramme a pour but de déterminer la sensibilité d'une bactérie à divers antibiotiques. C'est une double interprétation des CMI mesurés vis-à-vis des concentrations critiques et du phénotype de résistance exprimé par la bactérie. Le délai d'obtention est de 48 heures. Est-ce que ça vous étonne ? 48 heures de délai d'obtention. Pourquoi ? Allez-y. Ouais, c'est ça. En fait, il y a au moins un jour pour, à partir du prélèvement, isoler la souche. Si la souche est isolée à J1, donc on pourra la prendre pour faire un antibiogramme. Donc l'antibiogramme sera disponible en général au plus tôt à 48 heures. Alors dans certaines circonstances, on peut faire un antibiogramme directement à partir du prélèvement. C'est recommandé par exemple pour des infections graves comme les méningites, à condition que l'examen direct soit positif. Comme on sait que les deux principales bactéries responsables de méningite sont le pneumocoque et le méningocoque, donc si l'examen direct est positif à coccigramme plus en diplocoque pour le pneumo ou coccigramme moins pour le méningocoque, on fera l'antibiogramme directement à partir du prélèvement, ce qui nous permet de gagner 24 heures. Mais dans la majorité des cas, en fait, il est rendu après au moins 48 heures. Et si la bactérie pousse très lentement, il sera rendu encore plus tardivement. Est-ce que vous avez un exemple de bactérie dont le délai de croissance est particulièrement lent ? Oui. Les mycobactéries. Le délai de croissance est en général au minimum d'une semaine, mais voire plus. On rend les résultats négatifs de recherche de mycobactéries au bout de 3 mois. Donc en fait, c'est vraiment une particularité de la bactériologie et de la culture bactérienne. Donc je vous ai dit que ça restait quand même assez manuel. C'est que quand vous faites une analyse biochimique,
un dosage, vous avez le résultat dans la journée, mais pour la culture bactériaux, en fait, on est tributaire du délai de croissance des bactéries. Alors en bactériaux, on a des techniques rapides aussi. C'est pas le but du cours d'aujourd'hui, donc je ne vais pas développer, mais pour tout ce qui est culture, en fait, on est tributaire de ce délai de croissance, ce qui fait que les résultats vont s'échelonner au fil du temps. Mais le prérequis pour la réalisation de l'antibiogramme, c'est bien que la bactérie est poussée. Donc là, vous avez un résultat sensible obtenu sur l'antibiogramme. Et vous voyez que les souches sensibles sont celles pour lesquelles la probabilité de succès thérapeutique est acceptable. On doit s'attendre à un effet thérapeutique dans le cas d'un traitement à dose habituelle par voie générale. Donc là, c'est la catégorie clinique sensible. Et vous voyez que les CMI donc, vont être inférieurs à la concentration critique inférieure et le diamètre sera supérieur au plus grand diamètre. Hein. Donc vous avez une relation inversée entre concentration et diamètre. Là, vous avez la catégorie clinique résistante. Les souches résistantes sont celles pour lesquelles il existe une forte probabilité d'échec thérapeutique avec l'antibiotique en question. Donc inutile de vous dire, enfin je vous le dis quand même, c'est quand on vous rend un antibiogramme et que l'antibiotique testé est rendu résistant, ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser l'antibiotique en cause. Par contre, quand c'est intermédiaire, on est dans une situation intermédiaire, donc plus ambiguë. Si vous avez des alternatives sensibles, il faut les privilégier, mais dans certains cas, pour certaines bactéries multirésistantes, on a peu de choix, donc on peut alors être amené à utiliser quand même in vivo un antibiotique classé I avec une probabilité non nulle d'échec. Donc ça implique souvent une augmentation de la posologie. Les souches intermédiaires sont celles pour lesquelles le succès thérapeutique est imprévisible. Il existe un risque d'échec thérapeutique. On peut espérer un effet thérapeutique dans certaines conditions, donc c'est ce que je vous disais, en cas de forte concentration locale ou en cas d'augmentation importante de la posologie. Donc en règle générale, on n'utilise pas les antibiotiques qui sont catégorisés I ou R. On préfère privilégier les antibiotiques qui sont catégorisés S, sensibles, quand c'est possible. Donc là, je vais passer, c'est un schéma qui reprend ce que je viens de vous expliquer, qu'on peut éventuellement utiliser un antibiotique I à condition d'augmenter la posologie. Ce qu'il faut savoir, donc là, je vous ai bien expliqué comment on réalisait au laboratoire l'antibiogramme, mais on peut observer des résultats bruts sensibles et les rendre aux cliniciens résistants. Donc autrement dit, ça veut dire qu'on va quand même réfléchir. Je vous ai dit que c'était automatisé, qu'il y avait des caméras, tout ça. Mais entre la lecture par la caméra et l'automate et le rendu au clinicien, il y a une validation biologique, donc par nous, qui peut nous conduire à modifier les résultats qui sont lus. C'est ce qu'on appelle l'interprétation de l'antibiogramme. Parce que selon l'espèce bactérienne, on va regarder la cohérence avec le phénotype de résistance naturelle. C'est parce que les résistances, qu'elles soient naturelles ou acquises, in vitro ne s'expriment pas toujours bien ou ne se voient pas toujours bien sur l'antibiogramme pour différentes raisons. Et cela peut nous conduire à modifier les résultats observés. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, parce que ça va être un peu compliqué. Donc, mais par exemple, ici, là, sur un antibiogramme d'Enterococcus faecalis, donc c'est un entérocoque, vous avez testé 3 antibiotiques, amoxicilline, ceftriaxone, imipenem. À quelle famille appartiennent ces 3 antibiotiques? Plus fort. Bêta-lactamine. La première, au sein des bêta-lactamines, pénicilline. La seconde, les C3G, c'est ça. Et la dernière, les carbapénem, c'est ça. Quel antibiotique a le spectre le plus large? Le premier ou le dernier? Non, le dernier. Le spectre d'activité large, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est actif sur le plus de bactéries possible.
Donc en fait, les pénèmes, les carbapénèmes, donc il y en a trois. Il y a l'ertapénème, l'imipénème et le méropénème. C'est l'antibiotique de la classe des bêta-lactamines qui a le spectre le plus large, en fait, le plus grand. En fait, ils sont classés par élargissement, par spectre de plus en plus large. En fait, l'amoxicilline a le spectre le plus étroit, ceftriaxone c'est un peu plus, et l'imipénème c'est encore un peu plus. Donc les carbapénèmes, ça fait partie, c'est comme les glycopeptides pour les grammes plus, donc les pénèmes là c'est plus pour les grammes moins, pour l'activité anti-grammes moins, mais ça fait partie des molécules qu'on va utiliser en traitement probabiliste chez des malades graves pour être certain d'avoir une activité in vivo. Donc ce n'était pas mon sujet, je m'éloigne un petit peu de ce que je voulais vous dire. Donc là sur un antibiogramme d'Enterocoque fécalis, donc vous avez 3 résultats bruts qui sont sensibles. Le biologiste, quand il va voir ça, il va se dire qu'est-ce que c'est que ce boulot? Ça colle pas avec ce que j'ai appris. Pourquoi? Parce que tous les entérocoques ont une résistance naturelle au C3G. Donc nous, on ne peut pas rendre sensible pour ceftriaxone et on va corriger et rendre résistant pour ceftriaxone. Donc ça ne simplifie pas notre travail, et ni le vôtre. Ça pour vous dire que ce n'est pas si simple. Le traitement probabiliste, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous, par exemple. Non, c'est pas ça. Ça, c'est ce que veulent dire les mots. En fait, le traitement probabiliste, c'est ce qu'on fait tous les jours en infectieux. Quand vous mettez en place un traitement antibiotique, en l'absence de prélèvement et de résultats, en fait, vous mettez en place un traitement probabiliste, c'est-à-dire que vous pensez qu'il va être actif pour traiter l'infection donnée, mais en l'absence de documentation bactériaux. Donc, c'est ce qui se passe tout le temps. Vous mettez en place, pour la majorité des traitements antibiotiques, un traitement antibiotique. Par exemple, pour l'angine, vous allez mettre de l'amoxicilline. C'est ce qui est recommandé pour le traitement de ces infections. Pourquoi ? Parce qu'on connaît l'épidémiologie de ces infections. Donc l'angine, on sait que c'est dû à une bactérie qui s'appelle streptocoque du groupe A, qui est sensible à l'amoxicilline dans 100% des cas. Et donc si vous avez une angine bactérienne et que vous mettez un traitement antibiotique, vous allez mettre de l'amoxicilline. Bon, pour l'angine, vous êtes sûr d'être efficace, mais pour d'autres infections où c'est un peu plus compliqué, on n'est pas sûr que ça soit efficace. Ça veut dire qu'il faut réévaluer tous les traitements antibiotiques à J3, enfin après documentation et et au fil de l'évolution clinique aussi. Donc là, vous voyez, le traitement probabiliste, c'est un traitement qui est prescrit sans documentation bactérienne. Donc selon l'infection et la situation, on va faire des prélèvements. Est-ce que vous allez faire les prélèvements pour analyse bactérienne avant ou après la mise en place du traitement? Toujours vous. Après, c'est la bonne réponse. Pourquoi? Non, en fait, je crois qu'on s'est mal compris. Donc en fait, on fait les prélèvements avant, pas après. On s'est mal compris, désolé. On fait les prélèvements d'abord. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous mettez des antibiotiques, vous allez décapiter. Et les bactéries ne vont pas pousser. Donc en fait, la règle, c'est de faire les prélèvements pour analyse bactérienne avant de mettre en place le traitement antibiotique. Ça, c'est une règle d'or que vous devez graver dans un coin de votre tête. Est-ce qu'en pratique, c'est toujours possible? Citez-moi un cas de figure où c'est pas possible. Infection grave, exemple méningite. Si la méningite est très grave, c'est plus important pour le malade et pour la survie de mettre en place le traitement antibiotique que de faire les prélèvements. Mais ça peut être aussi le cas tout simplement à l'hôpital, chez des malades qui sont hospitalisés depuis longtemps et puis qui sont sous traitement antibiotique. Et, pourtant, vous êtes obligé de suivre l'évolution des choses et de faire des prélèvements. Donc c'est pas toujours possible, mais la règle, c'est quand même de faire les prélèvements avant de mettre en place le traitement antibiotique.
Et le traitement, il repose sur le pari thérapeutique que les bactéries à traiter vont appartenir au spectre d'activité de l'antibiotique utilisé. Donc pour pouvoir faire ce pari thérapeutique, il faut connaître les bactéries habituellement en cause dans le contexte clinique. Est-ce que par exemple, si vous avez une infection comme une angine, est-ce que c'est toujours d'origine bactérienne ? Ça peut être lié à quelle cause ? Virale. Ça, c'est vrai pour beaucoup d'infections. C'est le cas aussi pour, de manière plus large pour les infections respiratoires. C'est le cas aussi pour les méningites. Pour beaucoup d'infections, les virus, en général, arrivent souvent avant les bactéries en termes de fréquence. Mais si on s'intéresse aux antibiotiques et aux bactéries, donc il faut connaître les bactéries habituellement en cause dans l'infection présente, de manière à mettre un traitement antibiotique probabiliste. Il faut aussi connaître l'épidémiologie de la résistance de l'espèce bactérienne responsable de cette infection, donc la distribution des CMI pour les espèces bactériennes en cause. Donc on peut décrire la distribution des CMI au sein d'une espèce par ce que je vous disais tout à l'heure, la CMI 50 et la CMI 90. Donc ça c'est un peu moins important pour vous, mais je vous explique quand même ce que c'est. La CMI 50, c'est vraiment des choses qui sont faites dans les études épidémiologiques, dans les labos de bactériaux, mais auxquelles vous allez être moins confrontés pour le moment. Donc c'est la concentration d'antibiotiques qui inhibe la croissance de 50% des souches étudiées. Faire une étude épidémio, ça veut dire par exemple que vous allez demander à tous les labos de bactériaux, à des CHU de France, de vous envoyer tous les pneumocoques isolés d'infections invasives, donc par exemple de méningite, du sang ou d'infections graves de prélèvements habituellement stériles. Et on va étudier pour toutes ces souches, donc on va dire par exemple que ça fait 3000 souches, et vous allez étudier la répartition des CMI, par exemple, vis-à-vis de l'amoxicilline, qui est une des principales molécules utilisées pour le traitement, la répartition des CMI de l'amoxicilline pour toutes ces souches que vous étudiez. Donc vous aurez 3000 valeurs qui vont se répartir avec une courbe de Gauss, avec une CMI médiane, une CMI 50 et puis une CMI 90. C'est la concentration d'antibiotiques qui inhibe la croissance de 90% des souches étudiées. Ça donne une bonne idée de la sensibilité du pneumocoque en France à l'amoxicilline. Et donc ça, c'est important et c'est ce qui permet de guider la mise en route des traitements, les recommandations thérapeutiques d'antibiotiques pour telle ou telle infection. Et la CMI 90, c'est la base de ce qu'on appelle les classes thérapeutiques. Et les classes thérapeutiques, c'est ce que vous avez dans le Vidal. En fait, les classes thérapeutiques, c'est ce qui permet de mettre en œuvre le traitement antibiotique probabiliste avec des espèces sensibles, modérément sensibles, résistantes, etc. On va voir ça un peu plus dans le détail. Donc vous avez différents types de distribution des CMI au sein d'une espèce bactérienne. Donc les CMI, soit elles sont toutes en dessous de la concentration critique inférieure, donc ça veut dire qu'on peut utiliser cet antibiotique, les souches sont sensibles, soit elles sont toutes résistantes. À ce moment-là, il ne faut pas utiliser cet antibiotique en traitement probabiliste. Soit elles sont toutes dans la zone I, c'est pas très bon non plus. Soit c'est bimodal, vous en avez des sensibles et des résistances. Donc pour le premier cas de figure, l'espèce bactérienne de classe thérapeutique habituellement sensible, ça appartient au spectre naturel de l'antibiotique. Le pourcentage de souches résistantes ne dépasse pas 10%. On peut choisir cet antibiotique pour une infection peu sévère. L'antibiogramme n'est pas nécessaire. Donc vous voyez, vous avez une notion sur laquelle je n'ai pas trop insisté. Mais on ne fait pas systématiquement en fait, un prélèvement. Il y a beaucoup d'infections qui sont bénignes et pour lesquelles on ne fait pas de prélèvement pour ne pas les documenter, mais ça ne nous empêche pas de mettre en place un traitement antibiotique probabiliste, donc qui doit quand même être réévalué, mais il n'y aura pas de documentation bactériaux. Si l'infection ne guérit pas, par contre, là, il faudra faire un prélèvement bactériaux,
de manière à tenter de documenter l'infection et de modifier l'antibiothérapie en conséquence. C'est qu'on sera face à un échec clinique. L'espèce bactérienne de classe thérapeutique modérément sensible. Donc là, on est dans la zone intermédiaire, avec des espèces naturellement peu sensibles à l'antibiotique et ne possédant pas de résistance acquise, où il s'agit d'une infection de localisation particulière nécessitant des concentrations très élevées de l'antibiotique. Donc s'il est impossible d'utiliser d'autres antibiotiques, le traitement imposera d'augmenter les doses, mais si on peut utiliser une autre molécule, on privilégiera cette solution, car le résultat du traitement est imprévisible. Donc si vous avez ce type de répartition, il s'agit d'espèces inconstamment sensibles. Ce sont des espèces qui sont incluses dans le spectre naturel de l'antibiotique, mais pour lesquelles la fréquence de résistance acquise dépasse 10%. Donc vous voyez que pour les souches qui sont résistantes, il y aura un échec thérapeutique. Donc il existe un risque important en cas de souche résistante d'échec. Et c'est là vous avez l'exemple de coli et l'amoxicilline, parce que la plupart des souches d'Escherichia coli produisent une pénicillinase acquises et donc sont résistantes à l'amoxicilline. Donc on n'utilise pas cet antibiotique pour le traitement des infections urinaires. La classe thérapeutique résistante, donc là je ne vais pas développer, mais vous avez compris, le traitement par cet antibiotique n'est pas indiqué et l'échec est prévisible. Est-ce que vous me suivez toujours ? On va continuer avec l'optimisation des traitements antibiotiques. Comment optimiser un traitement antibiotique ? Donc on va voir un certain nombre de choses. On va parler des notions de bactéricidie. Sur cette diapo, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il faut toujours réévaluer un traitement antibiotique à J2 ou à J3 à 48-72 heures. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Comment vous réévaluez votre traitement antibiotique ? La première des choses, c'est l'amélioration clinique. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, vous devez commencer à observer un effet chez le patient, une amélioration clinique. S'il n'y a pas d'amélioration clinique après 48 heures, c'est plutôt inquiétant. Alors il peut y avoir d'autres causes que l'infection, mais ça reste inquiétant malgré tout. Et donc à côté de la clinique, vous avez aussi les résultats bactériologiques, la documentation, si vous avez fait un prélèvement, qui doivent commencer à être intéressants à J2 ou J3, puisqu'on aura l'antibiogramme plutôt à J2, éventuellement à J3. Donc vous devez réévaluer en fonction des résultats de l'antibiogramme si un prélèvement a été fait. Donc le traitement antibiotique probabiliste, donc quand on est en présence d'une infection grave, c'est souvent le cas à l'hôpital, on va utiliser des antibiotiques à large spectre. Donc on en a parlé tout à l'heure pour les carbapénèmes qui ciblent les grammes négatifs. Vous avez le pendant des carbapénèmes pour les grammes plus, ce sont les glycopeptides et la vancomycine. Et si vous avez un malade fragile avec une situation clinique grave comme un choc septique, vous pouvez être amené à associer les deux antibiotiques. Mais vous ne pouvez pas laisser pendant la durée du traitement de l'infection, donc une semaine à 15 jours, une association d'antibiotiques avec un spectre aussi large. Parce qu'on est confronté actuellement à un problème épidémiologique qui est l'augmentation de la résistance des bactéries multirésistantes, des bactéries hautement résistantes, BMR, BHR, vous en avez entendu parler ? Donc une des bonnes recommandations de la pratique de l'antibiothérapie, c'est ce qu'on appelle en anglais l'antimicrobial stewardship, c'est d'avoir le spectre le plus étroit possible, le plus vite possible. Donc ça veut dire qu'il faut réévaluer vos traitements antibiotiques et vraiment cibler la bactérie que vous traitez, d'où l'intérêt quand même de faire des prélèvements bactériologiques pour documenter l'infection
et être en présence de l'antibiothérapie avec un spectre le plus étroit dès 48-72 heures. Pour le choix des antibiotiques, on s'intéresse aussi beaucoup à la diffusion. Et les antibiotiques qui ont une bonne diffusion tissulaire et intracellulaire, donc là vous en avez 3 qui sont cités, c'est les fluoroquinolones, les macrolides et la rifampicine. Alors on va s'intéresser maintenant à la notion de bactéricidie. Quand vous faites un antibiogramme ou une CMI, est-ce qu'on travaille en bactéricidie? On travaille en quoi alors? Bactériostase. Donc on inhibe la croissance visible de la souche bactérienne. En bactéricidie, on va être encore plus fort. On va inhiber au minimum 0,01% de survivants bactériens. Donc on tue vraiment des bactéries. La CMB, la concentration minimale bactéricide, c'est la plus petite concentration d'antibiotiques pour laquelle il y a un effet bactéricide, moins de 0,01% de survivants, donc toujours dans des conditions de culture standardisées. Donc en quelque sorte, les antibiotiques bactéricides sont les antibiotiques qui ont l'activité la plus forte. Et vous voyez du côté gauche ici, les antibiotiques bactériostatiques. Et du côté droit, ici, les antibiotiques, donc en quelque sorte, c'est une manière de voir les choses qui peut être contestable, les antibiotiques bactéricides qu'on a tendance à préférer pour les infections les plus graves, parce qu'ils ont une activité plus puissante. Donc vous retrouvez les bêta-lactamines, les glycopeptides avec la vancomycine, les aminosides, donc on va voir de manière assez rapide comment on arrive à déterminer la CMB. Alors il faut que vous sachiez que la CMB, on l'étudie de manière tout à fait exceptionnelle au labo. La manip dont je vais vous parler là pour déterminer la CMB, en fait on ne la réalise pas en routine, contrairement à l'antibiogramme et à la CMI par e-test. Donc ce qu'on veut savoir, c'est pas où arrive l'absence de croissance visible, mais à quel niveau de concentration d'antibiotiques on a moins de 0,01% de survivants. Donc ça veut dire qu'il faut faire ce type de manip. Donc vous allez comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire en routine, qui est un peu lourd, et c'est une des raisons pour lesquelles on le fait de manière tout à fait exceptionnelle. Donc vous avez la souche que vous étudiez, donc vous allez faire une suspension bactérienne de cette souche et vous allez numérer l'inoculum après des dilutions de 10 en 10. Donc en sachant que votre témoin, votre suspension de départ que vous allez inoculer dans les tubes là, pour lesquels vous étudiez la CMI ou la CMB correspond à 100% d'inoculum. Vous faites une dilution au dixième, donc ça correspond au 10%. Puis vous refaites des dilutions de 10 en 10, vous voyez, pour arriver au 0,01%. Donc ça, c'est fait à la surface d'une gélose. Et donc votre 0,01%, ça va vous servir de témoin pour déterminer avec la même manipulation que tout à l'heure, donc en tube, le tube qui correspond au 0,01% de survivants, qui correspond à votre CMB. Donc là, vous voyez que la CMB, elle est à 16 mg par litre. Est-ce que vous avez compris? Je vous sens moins enthousiaste. Il faut dire que le temps passe et que je dois commencer à vous saouler. Vous dites quand est-ce que ça va se terminer, c'est ça? À 15h30. Il reste encore un peu de temps. Les associations d'antibiotiques, ça c'est une notion, oui. C'est pas être utilisé ou pas utilisé, c'est dans quel cas on la détermine. Parce que en fait, vous isolez une souche chez un malade, donc vous pouvez faire un antibiogramme, vous pouvez faire une CMI, vous pouvez faire une CMB. Donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on faisait souvent l'antibiogramme, c'est ce qu'on fait le plus souvent,
que la CMI, on la fait parfois, mais pas toujours, quand l'infection est très grave. Et la CMB, on la fait jamais, en fait. Mais ça reste... En fait, c'est intéressant d'avoir une explication que je vous montre comment on peut la déterminer en pratique, parce qu'en fait, c'est à la base de la définition de la bactéricidie. À la limite, c'est plus intéressant de savoir quels sont les antibiotiques bactéricides qui ont une activité plus forte que de savoir précisément comment on détermine la CMB qu'on va pas faire au labo, en fait. Mais si vous voulez, ça permet d'expliquer pourquoi certains antibiotiques sont plus actifs que d'autres et pourquoi on va privilégier ces antibiotiques bactéricides dans les situations les plus graves. Mais en pratique, vous voyez que les bêta-lactamines sont un antibiotique bactéricide, donc très efficace, et ça fait partie de la famille qui est la plus utilisée en pratique. En fait, vous avez une liste, on vous a montré tous les antibiotiques qui existent, mais ce qu'il faut vous dire, ça va peut-être vous donner un peu de courage pour essayer de les apprendre, c'est qu'en pratique clinique, en fait, on va utiliser au max 10 antibiotiques. On utilise toujours les mêmes, en fait. On utilise les bêta-lactamines très, très, très souvent, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bon, alors on continue. Ce qu'il y a d'important à savoir aussi, c'est les associations d'antibiotiques. Parce que quand vous mettez un traitement antibiotique, vous pouvez mettre un antibiotique, vous pouvez en mettre deux, les associer. C'est assez fréquent d'associer les antibiotiques. Donc c'est une notion à connaître. Pourquoi c'est fréquent ? Parce qu'il y a plusieurs intérêts pour les associations d'antibiotiques. Un premier intérêt qui est assez évident, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vais revenir sur la diapo. Quand vous mettez en place un traitement antibiotique à large spectre, vous allez associer les deux, par exemple carbapenem vanco, vous êtes sûr d'être actif sur la majorité des bactéries. Donc le premier intérêt d'une association d'antibiotiques, c'est d'élargir le spectre. Si vous mettez deux antibiotiques, vous cumulez les spectres d'activité de chaque antibiotique pris isolément, donc ça élargit le spectre. Vous comprenez ça ? Ensuite, le fait d'avoir les deux antibiotiques qui vont cumuler des modes d'action différents au niveau de la cellule bactérienne, ça permet d'avoir un effet synergique et de renforcer la bactéricidie. Donc ça, c'est ce qu'on fait par exemple dans les endocardites où vous allez associer par exemple une bêta-lactamine et un aminoside, ou dans beaucoup d'infections graves, on va associer un aminoside à un inhibiteur de la paroi type bêta-lactamine ou glycopeptide. On ne le laissera peut-être pas pendant toute la durée du traitement, du fait de la toxicité des aminosides, mais au moins pendant 48-72 heures au début du traitement pour renforcer l'effet synergique et la bactéricidie. Et enfin, un dernier intérêt, mais qui est majeur de l'association des antibiotiques, c'est de prévenir l'émergence de mutants résistants. Et ça, c'est à la base du traitement d'une infection fréquente. Je vais vous demander laquelle. Est-ce que vous pouvez me citer un exemple d'infection bactérienne pour laquelle on met systématiquement en place une association d'antibiotiques? La tuberculose. Pourquoi ? Parce que vous allez utiliser des antibiotiques comme par exemple les rifampicines, qui sont des antibiotiques pour lesquels la fréquence de mutation est importante. En fait, pour chaque antibiotique, vous avez une fréquence de mutation qui est connue. S'il vous plaît, vous arrêtez de discuter. Je sais que je deviens un peu saoulant, mais c'est encore plus difficile de parler quand tout le monde parle. Pour chaque antibiotique, donc, vous avez une fréquence de mutation qui est par exemple 1 sur 10 puissance 6 ou 1 sur 10 puissance 12. Donc il y a certains antibiotiques pour lesquels la fréquence est plus élevée. Et c'est le cas pour les molécules qu'on utilise pour le traitement contre la tuberculose et les mycobactéries. Et comme vous avez des cavernes avec un nombre important de bactéries au site de l'infection, si vous mettez une seule molécule de ces antibiotiques au lieu d'une association, vous avez une probabilité importante de survenue de mutation. Donc ça, c'est le troisième intérêt pour les associations d'antibiotiques, c'est de prévenir l'émergence de mutants résistants. Même si en routine, dans les situations les plus fréquentes, par exemple l'infection urinaire,
C'est probablement la situation d'antibiothérapie la plus fréquente en France. On n'utilise pas d'association d'antibiotiques. Hein. Et on va utiliser même, pas forcément des antibiotiques bactéricides, même les antibiotiques bactériostatiques en monothérapie peuvent suffire. Alors les associations, donc vous voyez les antibiotiques bactéricides utilisés le plus fréquemment en association. Bêta-lactamine et glycopeptides, aminosides et fluoroquinolones. Donc on va fréquemment associer par exemple une bêta-lactamine avec un aminoside, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous avez des associations fréquemment utilisées, bêta-lactamine aminoside, glycopeptide aminoside. Vous pouvez même encore élargir le spectre, bêta-lactamine, glycopeptide aminoside, en gardant en tête que le but du jeu de l'antibiothérapie, c'est quand même d'avoir le plus rapidement possible le spectre le plus étroit possible. Donc dès que possible, en fonction de l'évolution clinique et de la documentation bactériologique, vous devez réévaluer votre traitement antibiotique. Vous avez compris ? Bon. Alors une chose importante aussi pour les antibiotiques, c'est le dosage d'antibiotiques. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du dosage des antibiotiques. Ça peut être fait dans différents services. Ça peut être fait à la pharmacie, ça peut être fait dans un laboratoire de pharmaco, ça peut être fait en microbiologie ou en bactériologie. À Cochin, on ne dose pas d'antibiotiques en bactériaux, mais dans certains CHU, ça peut être fait dans les labos de bactériaux. C'est fréquent pour les antibiotiques potentiellement toxiques, donc on dit qu'ils ont une marge thérapeutique faible, donc les glycopeptides et les aminosides. Donc pourquoi on fait ces dosages ? Il y a deux buts principaux. Le premier, c'est de vérifier qu'on est actif, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la concentration sérique active. Et le second but, c'est de vérifier qu'on n'est pas toxique, puisqu'il y a une faible différence en fait, entre la concentration active et la concentration toxique. Pardon. Donc c'est de vérifier qu'on ne dépasse pas une certaine valeur. Là, vous avez l'évolution de la concentration sérique en fonction du mode d'administration. Vous voyez que si vous administrez en IV en rouge, la concentration en fonction du temps va avoir ce type d'évolution. Si vous faites une perfusion, donc vous avez ce type, et à une administration paire-rose, vous arriverez au pic plus tardivement. Et les prélèvements pour les dosages d'antibiotiques, donc ils vont se faire par prise de sang, donc au niveau du pli du coude, au moment du pic, selon la voie d'administration utilisée. Donc vous voyez, ça peut aller de 15 minutes à 2 heures, mais grosso modo, c'est peu de temps après l'administration pour avoir la valeur au moment du pic. Et ce qu'on fait souvent, c'est également de faire un prélèvement avant l'administration suivante, de manière à avoir la concentration résiduelle d'antibiotiques, ce qu'on appelle l'avalée. On veut optimiser l'administration des antibiotiques en fonction de la pharmacodynamie et on va s'intéresser maintenant à deux grands types d'antibiotiques, les antibiotiques temps dépendants et les antibiotiques concentration dépendants. Donc si on s'intéresse à un inoculum bactérien qui est de 10 puissance 5 bactéries par millilitre dans un liquide physiologique et que vous allez administrer donc en fonction du temps des antibiotiques, donc selon la dose administrée, donc soit une dose qui correspond à la valeur de la CMI, soit 2 fois la CMI, soit 4 fois la CMI, vous pouvez observer différents types de comportements des antibiotiques vis-à-vis de l'inoculum bactérien, donc de l'effet antibactérien. Donc soit pas d'effet du tout, vous voyez, si vous avez une dose qui est proche de la CMI. C'est pour ça que quand on administre des antibiotiques, c'est intéressant de savoir la CMI pour s'assurer, soit par dosage pour certains antibiotiques ou dans le cas le plus fréquent, on ne les dose pas, en fonction des concentrations sériques connues après une administration
d'une dose usuelle de l'antibiotique. Donc si vous êtes, vous voyez, avec une administration usuelle d'antibiotiques et que la CMI, ça correspond à la valeur de la CMI, vous n'allez pas avoir beaucoup d'effets. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être au-dessus de la CMI. Si vous avez un antibiotique temps dépendant, vous n'avez pas tellement d'effet en doublant la dose, alors que si vous avez un antibiotique concentration dépendant, vous avez un effet en augmentant la dose d'antibiotique administrée. C'est ce qu'on va continuer à expliquer. Donc l'antibiotique concentration dépendant, l'effet bactéricide est plus important avec des concentrations plus élevées. Bon, ça paraît assez logique. Ça, c'est vrai pour les aminosides et les fluoroquinolones. Et pour ces antibiotiques, le paramètre à privilégier, c'est ce qu'on appelle le QI, le quotient inhibiteur, qui est le rapport de la concentration au pic sur la CMI, avec une valeur cible qui doit être supérieure à 8. Par opposition à ces antibiotiques concentration dépendants, on a des antibiotiques temps dépendants. L'effet bactéricide augmente avec le temps d'exposition. Donc là, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir forcément des doses très importantes, mais d'avoir une dose supérieure à la CMI et qui reste supérieure à la CMI pendant une durée importante. L'augmentation de la concentration d'antibiotiques a peu d'effet à partir du moment où on est à une dose supérieure à la CMI, et c'est le cas pour les bêta-lactamines, les glycopeptides, donc la vanco, la phospho. Et le paramètre à privilégier dans ce cas de figure, c'est le temps pendant lequel le taux sérique est supérieur à la CMI. Enfin, le taux est supérieur à la CMI, et il doit être d'au moins 40% du temps entre deux injections. Donc sur ce schéma, vous avez le résumé ce qu'on vient de dire, donc la différence entre les antibiotiques temps et concentration dépendant. Donc si vous administrez un antibiotique, donc vous allez avoir un pic peu de temps après l'administration, une décroissance en fonction du temps. Donc là vous avez la concentration donc dans le sang par exemple en fonction du temps. Donc vous avez une Cmax et vous voyez que pour les antibiotiques concentration dépendant, le rapport Cmax sur CMI donc, doit être supérieur à 8. Et ce rapport, c'est ce qu'on appelle le quotient inhibiteur. Pour les antibiotiques temps dépendants, comme la vancomycine, les glycopeptides donc, ou les bêta-lactamines, le paramètre critique, c'est le temps pendant lequel la concentration est supérieure à la CMI. Et ce temps, il doit être supérieur à 40%. Donc les paramètres régissant l'efficacité d'un traitement antibiotique sont différents selon la classe d'antibiotiques. Donc ça c'est ce qu'on vient de dire, je ne vais pas répéter. Et au sein d'une même famille, après toutes les molécules ne sont pas équivalentes pour une bactérie donnée. Je ne vais pas vous donner d'exemple. On va s'intéresser un petit peu rapidement maintenant à la biodisponibilité. Donc c'est juste pour vous montrer un exemple dans ce tableau. Selon la voie d'administration, donc vous voyez, on est dans le contexte d'une infection à staphylocoque doré, Staph aureus. C'est un coq, un bacille, un gramme plus ou un gramme moins? À vous. Staph doré. Oui, vous. Coq ou bacille? Coq, gramme plus. Et il se met comment en disposition? Amas ou chaînette? Amas. Donc les staphs, c'est tous des coccigrammes plus en amas. Et quand vous êtes en présence de staphylocoques, donc on distingue deux grands groupes. Le staph doré, Staphylococcus aureus, qui est le pathogène du genre staphylocoque, et les staphylocoques à coagulase négative, qu'on appelle les staphes blancs. Donc une infection à staph doré, l'apport de la pharmacocinétique, donc la différence entre la voie injectable et la voie orale, avec deux antibiotiques distincts, l'oxacilline, donc petit quiz encore sur l'oxacilline. Quelle famille? Pénicilline. Quel groupe dans les pénicillines?
Quel spectre d'activité? PNIM, spectre d'activité des staph. C'est utilisé que pour les infections à staphylo, mais ça ne s'utilise qu'en injectable. Et vous voyez pourquoi ici, parce que Peros, en fait, les paramètres dont on a parlé précédemment montrent que la biodisponibilité est très mauvaise, donc ça ne peut pas être administré Peros, et ça s'administre uniquement par voie injectable. À la différence d'un autre antibiotique qui s'appelle la clindamycine, donc quelle famille? À vous. Les MLS, donc c'est le grand groupe des macrolides, lyncosamides, streptogramines, et c'est les lyncosamides, la clindamycine. Donc c'est aussi un antibiotique qui est utilisé pour les infections à staph, et là vous voyez qu'il n'y a pas de différence de biodisponibilité entre IV et Peros. Mais ça a des conséquences pratiques importantes, parce que ça veut dire que si vous, en règle générale, la voie intraveineuse est privilégiée ou est utilisée au début, quand on l'utilise, sinon on démarre Peros direct, mais dans des infections graves, on peut utiliser, notamment à l'hôpital. C'est souvent le cas de démarrer un traitement par voie intraveineuse, mais si l'évolution clinique est bonne ou si le traitement doit durer longtemps, c'est par exemple le cas pour les infections ostéo-articulaires. Donc, vous savez que les staphylocoques sont une bactérie qui est fréquemment responsable d'infections ostéo-articulaires. Les traitements pour les infections ostéo-articulaires, en général, c'est souvent, avec matériel, ça va durer 6 semaines. Donc, on ne va pas rester en IV pendant 6 semaines. Donc, on va chercher à avoir des relais et donc à pouvoir avoir des antibiotiques qui peuvent être administrés Peros. Donc, c'est une notion qui est intéressante en pratique. Écoutez, l'épreuve est en bonne voie de s'achever. Donc maintenant, je vais vous solliciter pour quelques QCM. Je pense qu'on est dans les temps. On pourra probablement finir peut-être un peu avant l'heure. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer dans l'ordre, par exemple par vous. Vous nous lisez les QCM1 et vous nous essayez de nous donner les réponses. On vous écoute. Oui. 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 Super. Donc les réponses sont les suivantes. C, E, F. À vous, mais je vais le montrer. Personne n'a de questions, c'est bon? Non, ça c'était facile. Hein. Ça va se compliquer au fil des QCM. Mais vaut mieux passer en deuxième position qu'en 15e. Donc on vous écoute. Mais vous pouvez lire à haute voix toutes les réponses, comme ça vous permet. Super. Jusque-là, c'est un sans faute. Vous êtes au top, il faut continuer. Donc on va continuer. Premier qui perd a un gage. À vous. Alors,
Alors, A, B, D, E. Alors, B, c'est faux, parce que en fait, l'antibiogramme, ça permet de définir des catégories cliniques, pas des classes thérapeutiques. Les classes thérapeutiques, c'est ce qu'il y a dans le Vidal. Donc, l'antibiogramme, en gros, si vous ne retenez pas les mots, ça permet de dire SIR, sensible, intermédiaire, résistant. Donc là, vous avez modérément sensible, c'est pas vrai. Et puis, ça permet pas de préciser la CMB, parce que l'antibiogramme, on est en CMI, en bactériostase. Donc la CMB, vous savez, c'est la manip compliquée qu'on fait jamais. Donc c'est pas tout à fait ça. Il va falloir un peu travailler. Allez, on continue avec votre voisine. Oui. Alors on continue. À vous, allez. Hmm. Alors la B, je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai. Je vous le dis. Je vous ai pas tout dit. Ouais, mais bon. Alors, ouais, ouais. Donc les réponses sont B, C, D. On va continuer avec votre voisine. Alors, donc là est vrai. Ouais, ouais. C'est tout. Donc je vous donne la réponse. Il y a un peu plus de faux là sur celle-ci. Donc c'est A et C. Donc l'activité bactéricide, bah, c'est pas dans l'antibiogramme. Donc il y a B et D qui sautent. Et puis on fait pas systématiquement un antibiogramme. À la fin du QCM, il y a une notion qui est très importante en bactériaux. C'est qu'on étudie deux grands types de prélèvements. Des prélèvements stériles et des prélèvements non stériles. Donc ça, c'est fondamental. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de prélèvements stériles? Plus fort, j'entends rien. Le LCR, bah, oui, l'urine, ouais. Les hémocultures, des exemples de prélèvements non stériles. Les prélèvements respi, ouais, les crachats. Donc en fait, ça c'est fondamental parce que par exemple, oui. Bah, la différence, c'est que
quand on isole quelque chose dans un prélèvement stérile, on a tendance à l'étudier. Même ça peut être un contaminant, hein, même si le prélèvement est stérile. Par exemple, dans les hémocultures, on a fréquemment des staph coagnac. La majorité sont des contaminants et ça nous arrive souvent de faire l'antibiogramme. Mais quand vous êtes dans des prélèvements non stériles, type crachat ou sel, vous avez des quantités importantes de bactéries dedans. On les étudie même pas toutes, parce que dans les crachats, on va pas rechercher par exemple les bactéries anaérobies. On s'intéresse, vous savez qu'on a différents grands types de cultures selon les atmosphères d'incubation des bactéries. Pour les prélèvements profonds, on va rechercher les anaérobies strictes. Donc on va mettre les géloses dans des atmosphères sans oxygène qui permettent la croissance des bactéries anaérobies. On a des étuves qui permettent la croissance des bactéries qui sont avec du CO2, avec 5% de CO2, qui permettent la croissance des bactéries fragiles, un petit peu plus fragiles comme les streptocoques, les hémophiles, les choses comme ça. Et sinon, on a des étuves standards sous oxygène. Donc on a 3 grands types d'incubation. Par exemple, dans les crachats, on ne va pas faire du tout d'incubation anaérobie. La culture d'un crachat, elle va donner, sur la gélose, vous allez avoir des types très divers de colonies bactériennes qui sont le reflet de la flore polymorphe commensale qu'il y a au niveau de l'oropharynx. Donc on ne va pas faire un antibiogramme systématiquement sur tout ce qu'on isole. Notre job, ça va être d'aller repérer là-dedans les pathogènes, donc du type pneumocoque, hémophile influenzé par exemple, etc. C'est pour ça que c'est formulé comme ça. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais... Est-ce qu'il y a des questions? Je continue. Donc à vous. Donc en SIR, c'est vrai ça, non? C, c'est vrai. Et D, c'est vrai aussi, en fait. Alors, c'est vrai que la formulation peut être un peu ambiguë, parce qu'on parle de mesures de CMI, donc on pourrait s'attendre plus à une comparaison directe avec des concentrations critiques, parce que la CMI, c'est une concentration. Mais je vous ai bien dit que diamètre et concentration critique sont intimement liés, et vous avez cette fameuse droite. Il varie de manière conjointe et inversée, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a mis juste les réponses C et D. À vous. La D? Ok. Donc la réponse, c'est la réponse A. Comment? Je vous entends pas. Alors, parmi les propositions suivantes, relatives à la définition d'une souche sensible, est acceptable. Donc, inconnu, c'est faux. Ça, c'est faux. Le succès thérapeutique est attendu pour... en fait, non, c'est la plupart qu'il faut. C'est pour toutes les souches de la même espèce, ouais.
Mais c'est un peu... Non, je vous avoue honnêtement que c'est un peu limite. Bon, je vous le compte juste. Non, c'est un peu joué sur les mots, effectivement, la D. On passe, allez, à vous. Oui. Il y a la A aussi. Le succès thérapeutique sera plus long à obtenir. Donc on continue avec le 10, on va accélérer un petit peu. Il est 22. Les aminosides. Alors à vous, donc là, ouais, les bêta-lactamines, ouais, les aminosides, non, vous savez plus. Donc la A est vraie, la B est vraie, et puis effectivement, ça je vous en ai pas trop parlé, mais c'est la grosse conséquence pratique de la séparation entre temps et concentration dépendante, c'est le mode d'administration. Donc, donc on va continuer, votre voisin. D'aminosidés. Alors, est-ce que tout est juste? Ouais, c'est ça. J'ai entendu, en fait, il n'y a qu'une réponse fausse. C'est la E. Vous y étiez presque. Donc le 12, la voisine du dessus. Ouais, j'ai entendu, je crois, la réponse. Donc A, B et E. Donc on continue avec votre voisin. Donc là, il y a une seule chose que je vous ai dite tout à l'heure sur les concentrations dépendantes, c'est la réponse. Ouais, c'est ça. Donc la réponse c'est. Donc on continue avec votre voisin. Ouais. Très bien. Donc on continue. Je crois que c'est le dernier. Donc à vous. Ouais.
Ouais. Non, pas d'assez. Ben, on tient compte aussi, malheureusement, hein, si vous voulez, mais aussi du prix, des considérations économiques et puis de l'épidémiologie locale des résistances. Donc les réponses justes sont A, B, D et je crois que c'est le dernier. Voilà. Moi, je vous remercie de votre attention et puis bon courage.